les systèmes de climatisation. Voilà. Donc en fait, le premier, enfin les systèmes qui existent, il y en a plusieurs. Donc on va aller disons, des climatiseurs individuels, tels que vous voyez ici. Donc on commence par les climatiseurs individuels. Bon, ça c'est un ancien modèle. Donc vous avez ici un schéma d'un climatiseur individuel qu'on appelle le climatiseur monobloc. Ça c'est en ancien, disons, système qui a été utilisé et qui existe toujours de toute façon, d'accord? Ce sont les climatiseurs individuels monoblocs, d'accord? C'est ce que vous voyez ici, donc c'est un système monobloc, d'accord? Monobloc parce que vous avez tous les éléments qui sont dans le même caisson et que vous voyez ici. Donc vous avez ici un ventilateur centrifuge, d'accord? Vous avez un ventilateur hélicoïdal qui est là, d'accord? Et ensuite vous avez votre condenseur qui se trouve ici et vous avez votre évaporateur qui se trouve ici, d'accord? En fait, ça c'est le côté généralement, si vous voulez, extérieur. Donc vous avez l'extérieur qui se trouve de ce côté et vous avez le côté intérieur de ce côté, d'accord? Et donc vous avez votre compresseur qui se trouve ici, il n'y a pas de problème, et vous avez tout le système d'une machine frigorifique que nous connaissons tous. Donc voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, un système monobloc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc en fait, si vous regardez, vous avez deux parties. Vous avez la partie ici externe, d'accord? Et vous avez une deuxième partie interne ici, qui sont reliés ensemble. Maintenant, avec le nouveau système, c'est le split system. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc en fait, cette partie, elle est éloignée carrément, donc on peut fermer carrément. On met cette partie extérieurement, donc c'est la partie extérieure. Et vous avez, disons, la partie intérieure, donc on les a divisés. C'est pour ça qu'on appelle les split system. Splitter, c'est division. D'accord? To split something, c'est diviser. Donc voilà, c'est un système monobloc ou le split system que nous connaissons. D'accord? Alors ces systèmes, pratiquement, si vous voulez, ils n'ont pas une puissance assez élevée. D'accord? La puissance n'est pas très élevée. Donc si vous regardez ces climatiseurs que nous avons ici, ils permettent de rafraîchir dans le cas, donc de 8 à 10 degrés. Alors la puissance que nous avons ici, elle va jusqu'à de 1000 à 6000 frigories par heure. Les frigories, c'est le kilowatt négatif. La frigorie, c'est le kilowatt négatif. En fait, ils vont près de 1000 watts jusqu'à 6000 watts. D'accord? Ils vont donc de 1000 watts jusqu'à 6000 watts, et avec des débits de soufflage qui avoisinent les 200 jusqu'à 1200 mètres cubes par heure. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas important. D'accord? Ce sont des éléments individuels. D'accord? Que ce soit pour les splits ou bien pour les monoblocs. D'accord? Donc, voyez un petit peu donc, la suite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons aussi les armoires. D'accord? Donc, vous avez les armoires de climatisation qui sont à peu près donc, les mêmes, je dirais, que disons, le monobloc. D'accord? Donc, vous voyez ici. Donc, vous avez les armoires. La puissance frigorifique des armoires de climatisation, elle est un peu plus importante. D'accord? Que, si vous voulez, les climatiseurs monoblocs ou le split system, elle peut aller jusqu'à 100 000 kilowatts. D'accord? Enfin, 100 000 watts ou 100 kilowatts. 100 kilowatts que vous voyez ici. Donc, les frigories par heure, c'est des kilowatts négatifs. D'accord? Et en fait, c'est ce que nous avons besoin généralement. Donc, on a tout ça. Donc, vous avez donc ça, c'est les systèmes. Donc, vous avez le monobloc, le split system et les armoires que nous avons. D'accord? Maintenant, vous savez très bien que les installations, ce n'est pas ça que nous allons trouver, surtout lorsque vous avez un local. Donc, nous avons par exemple les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes, si vous voulez, centralisés. Donc, vous avez les systèmes centralisés. D'accord? Alors, bien sûr, les systèmes centralisés, ils utilisent donc des éléments, donc c'est les armoires de climatisation. Donc, c'est plutôt les CTA, donc c'est les centrales de climatisation. Donc, on utilise les CTA. D'accord? Alors, bien sûr, parmi ces CTA, donc les systèmes que nous pouvons, si vous voulez, avoir, c'est ce qu'on appelle le système tout-air. Donc, c'est la climatisation de plusieurs locaux. C'est ce qu'on appelle le système tout-air, où on utilise pratiquement une CTA. D'accord? Donc, on utilise une CTA ici. D'accord? Et bien sûr, on peut alimenter, donc on traite l'air et on alimente, donc on va climatiser plusieurs locaux. Donc ici, vous avez plusieurs locaux, on les climatise, bien sûr.
vous avez l'extérieur, c'est ce qu'on appelle un système centralisé. Donc, c'est en fait climatisation de plusieurs locaux, mais un système tout-air. Pourquoi on l'appelle système tout-air? Parce que c'est de l'air qui est traité, qui vient de l'extérieur. D'accord? Donc, on prend de l'air de l'extérieur, ici. D'accord? On le traite et ensuite, on le souffle ici. Il n'y a que l'air qui est soufflé. D'accord? Donc, vous voyez les différentes batteries que nous avons au niveau de CT, etc. Et donc, les systèmes tout-air, comment dire, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils contrôlent l'humidité, d'accord, ils contrôlent l'humidité, bien sûr, donc le HA, et ils contrôlent aussi la température dans les locaux. Donc, un système tout-air, il permet de contrôler et la température, d'accord, et l'humidité. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, bien sûr, nous allons voir ici, par exemple, voilà si vous voulez, ce qu'on appelle une armoire de climatisation. Voilà le schéma d'une armoire de climatisation que nous avons défini plus tôt. D'accord? C'est à peu près le même système qu'Inspire. Donc, vous avez le condenseur qui est posé à l'extérieur, d'accord? Où il est refroidi par une tour de refroidissement, d'accord, par elle. Et vous avez donc cet élément intérieur qui est posé dans le local directement. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une armoire de climatisation. D'accord? Bien sûr, ça c'était en fait condensé refroidi par air. Vous avez un autre type d'armoire de climatisation, donc c'est toujours la même chose, mais disons le condenseur, il est refroidi par eau. Donc c'est ce qu'on appelle une tour de refroidissement. Ok? Nous avons une tour de refroidissement qui rafraîchit, disons, le condenseur. Ok? On arrive maintenant, donc en fait, ce qu'on avait dit, donc en fait, les systèmes tout-air. Alors, les systèmes tout-air, il y a plusieurs types de systèmes tout-air. D'accord? Les systèmes tout-air, le premier qui nous intéresse, d'accord? Le premier qui nous intéresse, que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le système unizone. D'accord? C'est ce qu'on appelle le système unizone. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire système unizone? Donc, en fait, les systèmes, donc, ils alimentent, ils traitent une zone seulement. Donc, pratiquement, si vous voulez, les conditions sont les mêmes en termes d'humidité et en termes de température. Donc, vous avez les systèmes unizone. D'accord? Alors, bien sûr, le système Unison, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend une centrale de traitement interne, donc c'est disons, la CTA, d'accord? Et voilà donc le schéma d'un système Unison. Alors, ça, c'est la CTA que vous voyez ici, d'accord? C'est une CTA, et on l'appelle Unison parce que elle va envoyer l'air, ici, qui est traité vers une seule zone, tout simplement. Donc, vous avez l'air neuf qui rentre de ce côté, d'accord? Et bien sûr, donc, vous savez très bien que éventuellement, on n'a pas besoin de climatiser à un certain moment. Donc, vous voyez ici, par exemple, le débit maximal qui rentre de ce côté. Vous avez le débit minimal qui rentre de ce côté. Alors, pourquoi? Certainement, lorsqu'on a besoin de ventiler uniquement, donc on a un débit minimal. Et donc, on bloque tout ça. Ça, c'est pour le recycler. Vous avez un filtre, vous avez une batterie chaude éventuellement. Vous avez un humidificateur, vous avez un séparateur de gouttes qui est là, d'accord? Vous avez une batterie froide et vous avez aussi une batterie chaude. Donc ça, c'est les éléments complets que peut contenir, si vous voulez, une CT. Et ensuite, bien sûr, vous avez le ventilateur qui se trouve ici, hein, et qui va souffler. Donc c'est un système unizone et il alimente une zone unique, voilà, que l'on appelle un système unizone. Et donc voilà, vous avez tous les éléments donc, que vous avez, d'accord? Ok, voilà. Et donc ça, c'est le système donc unizone, etc. D'accord? Et on va parler donc les humidificateurs. C'est juste encore, on les a vus en cours. Donc il y a différents types d'humidificateurs, à eau, à vapeur, tout ce que vous voulez. On va passer sur ces détails, mais ce qui nous aide, c'est surtout les éléments. D'accord? Bon, bien sûr, il comprend plusieurs éléments, les systèmes. Donc vous avez les diffuseurs, etc. Alors maintenant, on arrive donc disons, à la distribution, comment elle se fait. Donc, les systèmes unisones, ou ce que nous allons. Donc, vous allez, si vous voulez, donc, c'est la centrale, c'est la CTA que vous avez ici. Et vous avez les différents types de gaines qui vont alimenter, donc, les différentes, si vous voulez, espaces que nous devons climatiser. D'accord? Ici, vous avez les diffuseurs, ou ce qu'on appelle les bouches de soufflage. D'accord? Donc, ça, c'est les gaines donc, ça, c'est le soufflage que vous avez éventuellement. Vous avez aussi le soufflage qui se trouve ici. D'accord? Et éventuellement, vous avez aussi les gaines de reprise.
des gains de reprise, donc c'est l'extraction que nous avons. D'accord? Voilà pour un système unizone. Pardon. Donc regardez maintenant, on va voir maintenant le système unizone avec traitement terminal. Alors, unizone, traitement terminal. D'accord? Alors, d'après vous, quand est-ce qu'on a besoin, si vous voulez, d'utiliser disons, le système unizone avec traitement terminal? D'accord? D'après vous, alors qu'est-ce que nous avons? Donc le schéma, il est là, vous allez le voir. Donc les systèmes, si vous voulez donc multizone, donc il n'y a pas une seule zone maintenant à traiter, vous avez plusieurs zones, avec ce qu'on appelle, disons, éléments terminaux. C'est toujours une CTA que vous voyez ici, d'accord? Donc vous avez votre CTA qui est là, et bien sûr la CTA c'est toujours la même chose, mais cette fois-ci nous avons toujours notre ventilateur ici, et maintenant éventuellement qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter, on va envoyer de l'air dans différentes zones, donc c'est la zone 1, la zone 2. Mais le problème, donc si vous avez par exemple un certain local ici, vous avez une certaine zone ici, donc bien sûr aussi, d'accord? Donc vous avez une zone qui se trouve ici. Il se peut que les demandes en puissance, en humidité et en température ne soient pas les mêmes. Ne soient pas les mêmes. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, pour avoir donc les conditions précises dans le local ou dans la zone que nous désirons, on va utiliser ce qu'on appelle, si vous voulez, des éléments terminaux. Les éléments terminaux, généralement, c'est des réchauffeurs. D'accord? Donc, en fait, même en été, on va rafraîchir l'air, on va le traiter ici, donc là, dans la centrale. Et pour maintenir des conditions précises dans chaque zone, dans le cas où les conditions ne sont pas identiques, on va encore faire, on va utiliser des éléments terminaux. Donc, on va utiliser certainement des batteries chaudes juste à l'entrée de chaque zone que nous utilisons. D'accord? Donc, vous avez une centrale qui va traiter l'air d'une manière générale. Et ensuite, on peut utiliser, d'accord, on peut utiliser ici des éléments terminaux, donc réchauffeur terminal, pour maintenir surtout, d'accord, les températures et, disons, l'humidité, donc de la même manière dans chaque local. Bien, vous voyez bien ici que par exemple, pour l'humidité, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle est traitée tout à fait au départ ici. Mais ce qu'on veut ici, c'est surtout pour la température, parce que c'est un système qui peut avoir la même, disons, qui peut assurer la même température, disons, l'humidité unique dans chaque zone, mais les températures, elles peuvent changer. D'accord? Ce qu'on appelle les systèmes multizone. D'accord? Alors maintenant, vous avez un autre système aussi multizone. D'accord? Voilà le système multizone. Donc en fait, ce que nous avons maintenant, c'est tout à fait différent de ce que nous avons tout à l'heure. Vous avez toujours une CTA qui est là, vous avez traité votre R, d'accord? Mais vous voyez bien que cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une batterie froide qui va traiter donc de l'air, une partie de l'air en froid, et vous avez une batterie chaude ici qui va, disons, chauffer l'air. Et bien sûr, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des registres pour, disons, réguler le débit dans chaque zone. Si vous avez par exemple besoin de rafraîchir dans une certaine zone, vous envoyez de l'air frais, d'accord? Si vous avez besoin de chauffer par exemple dans certaines zones, vous envoyez de l'air chaud, tout simplement. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le système user. Regardez la différence, s'il vous plaît. La différence entre donc, cette CTA, qui est un système pratiquement, si vous voulez, multizone éventuellement, vous voyez bien que les batteries chaudes et la batterie froide sont l'une derrière l'autre. Elles sont en série. D'accord? Par contre, dans ce système que vous avez un système multizone, vous avez la batterie chaude et la batterie froide qui sont en parallèle. Elles ne sont pas l'une derrière l'autre. Ça nous permet disons, en même temps, de rafraîchir ou de chauffer l'air et on envoie dans la zone soit chauffer, soit, si vous voulez, rafraîchir. Alors vous allez me dire, comment peut-on en même temps, donc, dans des zones bien précises, chauffer disons, et rafraîchir. Alors supposez par exemple que vous avez dans un bâtiment, d'accord, différentes orientations des façades. D'accord? Donc, si vous avez par exemple différentes orientations des façades, supposez que vous avez un bâtiment ici. D'accord? Bien sûr, surtout en mi-saison et surtout par exemple à un certain moment, donc par rapport disons, à ce que vous avez comme orientation. Supposons que vous soyez à l'est ici. D'accord? Supposons que vous soyez à l'est, pardon.
Supposons que vous soyez à l'est. Ici, par exemple, vous êtes à l'ouest. Bien sûr. Il se peut, par exemple, que durant la matinée, le soleil, disons que l'ensoleillement est tellement fort que vous avez peut-être besoin de rafraîchir, disons, de chauffer sur cette façade. Mais comme cette façade elle est de l'autre côté, côté ouest, vous avez peut-être de rafraîchir, disons, de chauffer les locaux qui se trouvent de ce côté. Donc, ça nous permet en même temps d'envoyer de l'air chaud et de l'air froid dans les villes, dans les différentes zones qui ont besoin soit d'être chauffées, soit d'être rafraîchies. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc en fait, donc les éléments retrouvent les mêmes choses, sauf que donc les batteries ne sont pas les mêmes. La position des batteries n'est pas la même. Elles sont dans le système utilisant, donc vous avez des batteries chaudes et des batteries froides qui sont en parallèle. D'accord? Alors maintenant, on va voir les autres systèmes. Donc tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle un système à débit constant. Donc la quantité d'air qui est traitée, elle est pratiquement la même, donc quel que soit disons les applications que vous allez avoir. Maintenant, on va voir les autres systèmes et on va voir donc les systèmes, ce que nous allons voir, les systèmes à débit variable. Les systèmes à débit variable. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut varier. C'est-à-dire qu'on peut varier, si vous voulez, la quantité d'air que nous allons traiter. Alors bien sûr, voici un petit peu donc, le schéma d'un système à débit variable. Donc vous avez toujours de l'air neuf qui rentre de ce côté. Il est traité bien sûr par les différentes batteries que vous voyez, donc les batteries chaudes, l'humidificateur et disons la batterie chaude que nous avons ici, éventuellement la batterie froide que nous avons ici. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez remarquer maintenant? Donc au niveau du ventilateur, il y a pratiquement, si vous voulez, deux gaines de gaines qui vont partir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez bien les registres que nous avons ici. Ça, c'est des registres. Donc, c'est des volets de réglage, c'est des registres. Ils nous permettent de réguler la quantité d'air, d'accord, qui va partir dans chaque zone. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le système à débit variable. Donc, vous pouvez faire varier la quantité d'air dans chaque zone que vous voulez traiter. D'accord? Voilà. Donc, bon, les cycles fondamentaux, je pense qu'on les a vus en cours, c'est pas la peine d'y revenir, d'accord? Et maintenant, donc, on va voir donc pardon, on va voir maintenant les systèmes à circuit double gain qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc, vous avez aussi des systèmes double gain, donc qu'est-ce que nous avons? Et vous avez donc les systèmes donc multizones, d'accord? Les systèmes multizones. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une CTA qui va traiter l'air, bien sûr, toujours. Donc, vous avez l'air recyclé, l'air neuf, vous allez le traiter, vous allez le chauffer, vous allez éventuellement l'humidifier, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Dans chaque gaine, il y a une gaine où on va refroidir, d'accord? Et une gaine où on va chauffer, d'accord? Une gaine Alors, regardez un petit peu, donc en fait, vous voyez bien que l'air primaire, donc qui est refroidi, il est généralement donc entre 10 et 14 degrés, d'accord? Il est entre 10 et 14 degrés. Et bien sûr, lorsque vous chauffez l'air, bon, il est de 50 jusqu'à 60 degrés éventuellement. Donc, c'est vraiment très chaud, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Pour maintenir des conditions précises dans les zones 1 ou 2 ou X, peu importe, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des piquages. Donc, vous allez prendre une certaine quantité d'air froid, vous allez prendre une certaine quantité d'air chaud, vous allez les mélanger. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une boîte de mélange, d'accord? Ça, c'est une boîte de mélange, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Bah écoutez, selon les besoins, donc vous allez prendre une certaine quantité d'air froid, une certaine quantité d'air chaud, vous allez les mélanger, ensuite vous allez souffler directement dans l'eau. D'accord? Voilà en fait ce qu'on appelle, si vous voulez, un système donc double gain, d'accord, avec éléments donc boîte de mélange avant l'entrée de chaque zone. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser avant d'aller plus loin, s'il vous plaît? J'écoute. Monsieur هذا الشتي هذا Pardon? الشتي Pardon? هذا له J'entends, je vous ai mal entendu. الشتي هذه دبل على خاطر Pardon? Non, c'est une simple CTA. Donc, vous avez de l'air, regardez, vous avez de l'air qui est traité. D'accord? Soit au départ, soit il est chauffé, vous voyez bien ici que vous n'avez qu'une seule batterie chaude. Et vous avez un humidificateur dans la batterie, donc dans la CTA. Et ensuite, au niveau des gaines, vous avez des batteries, une batterie froide et une batterie chaude. Donc, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle une gaine froide et une gaine chaude.
D'accord? Et selon les besoins dans chaque zone, vous allez faire des piquages, donc vous allez mélanger une certaine quantité d'air froid, une certaine quantité d'air chaud, et bien sûr, vous allez la souffler dans la zone pour maintenir une certaine température et une certaine humidité. D'accord? C'est clair? Très bien. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? D'autres questions? Alors, bien sûr, on va parler maintenant, donc, en fait, peut-être les différents donc, en fait, régimes. D'accord? Ben, je pense que on avait un petit peu les régimes sans en parler. Donc, en fait, on a le régime, ce qu'on appelle le régime été et le régime hiver. D'accord? OK? Donc, le régime été, vous voyez ici, donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend de l'air extérieur, donc ici, en été, bien sûr. Et bien sûr, s'il y a recyclage, donc ça, c'est les conditions intérieures que vous avez ici. Ça, c'est les conditions intérieures. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les mélanger. Donc, c'est le recyclage. Donc, vous allez mélanger disons, de l'extérieur et de l'intérieur. Et ensuite, vous allez le rafraîchir, vous allez le refroidir jusqu'à avoir un certain point qui est, disons, F, la sortie de la batterie froide. Et bien sûr, si vous continuez, donc vous allez avoir la courbe de saturation et vous allez avoir ce qu'on appelle l'ADP. Donc, on a fait un exercice dans ce sens, d'accord? Donc, vous avez l'ADP. Et bien sûr, la distance entre le point E, ici S et F, dépend du facteur de bypass. OK? Alors, bien sûr, on avait dit maintenant, donc, cette droite SI, c'est la droite de soufflage, sur laquelle le point de soufflage S doit toujours se trouver. On avait dit que, par exemple, si la droite IS et la droite MF se coupent, il n'y a pas lieu d'utiliser un réchauffeur entre le point F et le point S. Si, disons, les droites ne se coupent pas, à ce moment-là, nous sommes obligés d'utiliser un réchauffeur donc pour à partir donc, du point F vers le point S pour maintenir donc le point de soufflage S, pour avoir le point de soufflage S sur la droite de soufflage. Et ça, c'est la droite de soufflage que nous avons. Ça, c'est la droite de soufflage. Ça, en général, c'est toujours les régimes été que nous avons, d'accord? Classiquement, c'est ce que nous allons avoir. Bien sûr, il y a d'autres possibilités, on va les voir par la suite. Et je pense que je vous ai envoyé hier un document qui s'appelle Applied, si vous voulez, Psychrometric, d'accord? Il est en anglais, mais il est très intéressant, c'est carrier, donc Applied Psychrometric, d'accord? Ok, donc je pense qu'il faut le voir, il est très intéressant, il vous explique pratiquement les différents. On va le voir de toute façon tout à l'heure, si on a le temps, d'accord? Donc vous avez ça, c'est le régime été. Ça, c'est le régime été que vous avez ici, d'accord? Maintenant, pour le régime hiver, c'est la même chose toujours. Donc, en fait, nous avons de l'air qui vient de l'extérieur, qui est là, d'accord? Et bien sûr, vous avez les conditions intérieures qui sont là. Nous allons faire un mélange, donc c'est un recyclage. Nous allons avoir un mélange. Donc, le point de mélange ici, qu'est-ce que nous allons voir? C'est lui, cette fois-ci, qu'il est. Alors, bien sûr, pourquoi on ne peut pas humidifier? On y va, on doit humidifier. On ne peut pas humidifier parce que si on humidifie de ce côté, on ne peut pas ajouter beaucoup d'eau. Donc, on va être tout de suite saturé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le point M, vous l'avez ici, d'accord? Et c'est ce point M, on va l'éloigner de la couche de saturation. Donc, on le préchauffe. Donc, on préchauffe le mélange jusqu'au point A. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut humidifier. On peut humidifier. Donc, on va partir du point A et on humidifie jusqu'à arriver au point B. Bien sûr, vous avez un point C si l'humidificateur était efficace à 100%. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce mélange qu'on a préchauffé, qu'on a humidifié, on va le réchauffer, d'accord? Du point A, donc on va le réchauffer, regardez, et on retrouve le point S. Alors bien sûr, ici, vous avez par exemple entre le point B et le point S, c'est une droite horizontale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On souffle vers le local. Donc regardez le régime hiver, c'est que vous prenez l'air de l'extérieur, d'accord? Il est là. Vous avez l'air de l'intérieur qui est là. Vous allez les mélanger pour avoir le point M qui se trouve ici. Vous allez réchauffer le mélange. Vous allez l'humidifier. Ensuite, vous allez le réchauffer jusqu'au point S. Et ensuite, vous allez le souffler directement ici. D'accord? Alors, bien sûr, ici, donc, j'ai dit tout à l'heure qu'entre le point B et le point S, c'est une droite horizontale. Ce n'est pas le cas parce que ça se peut que. Alors, dans quel cas, disons, la droite, comment dirais-je, entre S éventuellement donc le point I est-elle, si vous voulez, horizontale ou surtout donc le point B et le point S. Dans quel cas elle est horizontale, s'il vous plaît? Dans quel cas elle est horizontale?
Lorsque vous avez une chaleur latente nulle, d'accord? Lorsque vous avez une chaleur latente nulle, donc vous avez le point, si vous voulez, ce point-là, qui va carrément être le point S et le point I, va être horizontal, d'accord? Voilà le régime hiver. Donc je répète, ça c'est le régime classique été, d'accord? Et ça c'est le régime classique hiver. Et comme je répète, je vous envoie un document, c'est Applied Psychometry, donc vous avez toutes les possibilités. Vous avez toutes les possibilités qui sont traitées. OK? Alors maintenant, ce que nous avons vu tout à l'heure, ce sont des systèmes tout-terre, avec toutes les possibilités que nous pouvons trouver. Donc c'est les systèmes, d'accord? Système tout-terre. Pourquoi système tout-terre? Parce qu'ils utilisent uniquement de l'air. C'est de l'air qui est traité. C'est de l'air qui est traité, d'accord? Et soit il est refroidi, soit il est réchauffé, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, on va passer au système tout-eau. Donc, système de climatisation, système tout-eau. D'accord? Alors, pourquoi on les appelle système tout-eau? C'est tout simplement, cette fois-ci, on va utiliser par exemple de l'eau chaude ou de l'eau froide qui va arriver, d'accord, dans des batteries ici. Alors, ces batteries, elles peuvent être soit une batterie chaude, soit une batterie froide, qui sont alimentées par ici, donc vous avez la tuyauterie, d'accord, qui sont alimentées soit par de l'eau chaude, soit par de l'eau froide. Donc, si vous alimentez cette batterie par de l'eau chaude, elle va chauffer. Si vous alimentez cette batterie par de l'eau froide, elle va refroidir. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez un ventilateur. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le schéma Tuto, le système Tuto, qu'est-ce que vous avez? Ce qu'on appelle, alors, le système Tuto, c'est ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs. D'accord? Les ventiloconvecteurs, bon, il y en a plusieurs. Si vous avez des batteries tout simples, enfin, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des cassettes. D'accord? C'est des cassettes que vous avez tout simplement, ou bien vous avez ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs qui sont de grande taille par rapport aux cassettes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bon, vous allez avoir de l'air du local que vous recyclez, donc il va venir de ce côté. D'accord? Vous avez de l'air neuf éventuellement de l'extérieur qui vient de ce côté pour l'histoire de ventilation. Ils vont se mélanger ici. Parce que vous avez le ventilateur qui va aspirer le mélange. Ensuite, il fait passer ce mélange à travers la batterie, soit chaude en hiver ou froide en été. Mais ensuite, vous avez l'air qui est soufflé dans le local ici. D'accord? Donc, ce qu'on appelle, si vous voulez, un ventiloconvecteur. Donc, c'est un ventiloconvecteur. Pourquoi un ventiloconvecteur? Parce que vous avez un ventilateur qui va donner le mouvement à l'air, tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, j'écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions? Pas de questions, on continue donc. Très bien. Donc voilà, c'est les ventiloconvecteurs, d'accord? Alors maintenant, vous avez la classification des types de ventiloconvecteurs, d'accord? Alors le premier type, ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs à deux tuyaux. Les ventiloconvecteurs à deux tuyaux. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement, d'accord, une batterie ici qui peut être chaude ou froide. D'accord? Donc, si elle est alimentée par de l'eau chaude, elle va chauffer. Si elle est alimentée par de l'eau froide, elle va refroidir. Et vous avez combien? Vous avez une tuyauterie, et vous avez une autre tuyauterie qui est là. Donc, vous avez deux tuyaux, tout simplement. Un aller et un retour. D'accord? C'est ce qu'on appelle les systèmes à deux tuyaux. Mais nous avons une seule batterie. Une seule batterie qui peut soit chauffer, soit refroidir. Donc, premier système, donc, les ventiloconvecteurs à deux tuyaux, tout simplement. Regarde. Bien. Maintenant, vous avez donc les ventiloconvecteurs à trois tuyaux. D'accord? Les ventiloconvecteurs à trois tuyaux, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en général, vous n'avez pas une seule batterie, vous avez deux batteries. D'accord? Vous avez deux batteries. Et qu'est-ce que nous avons? Donc, vous avez, donc, pour l'aller de l'eau chaude et l'aller pour l'eau froide, vous avez une seule. Donc, vous avez par exemple une batterie chaude qui est là.
Vous avez éventuellement une batterie froide qui est là, d'accord? Alors, cette batterie froide, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir une alimentation seule pour la batterie froide, vous allez avoir une alimentation seule pour la batterie chaude, mais le retour ici, donc le retour, il est commun. Donc combien vous en avez? Un, deux et trois tuyaux. C'est pour ça qu'on appelle trois tuyaux. Donc en fait, l'alimentation de chaque batterie se fait individuellement et le retour, il est le même. C'est ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs à trois tuyaux. D'accord? Maintenant, le dernier système, c'est les systèmes à quatre tuyaux. D'accord? Et n'oubliez pas que pourquoi on les appelle système tout eau? Parce qu'il y a de l'eau froide et de l'eau chaude. Pour le moment, il n'y a pas d'air. C'est l'eau froide qui va chauffer ou refroidir là. D'accord? Les systèmes à quatre tuyaux, simplement, vous avez deux batteries. Une chaude, peut-être qui se trouve ici. Vous avez une batterie froide qui se trouve ici. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez chaque batterie est individuelle, donc elle est séparée l'une de l'autre. Vous avez, par exemple, pour la batterie, ici, cette batterie froide, vous avez son alimentation qui est là, vous avez son retour qui est là. Pour la batterie chaude du haut, vous avez l'alimentation qui se trouve ici, d'accord? Vous avez le retour qui se trouve ici. Donc, vous avez quatre tuyaux. Chaque batterie en a deux, donc ça fait quatre. Donc, les batteries sont séparées. L'alimentation et le retour sont séparés pour chaque batterie, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs à quatre tuyaux. Donc, l'utilité, quand est-ce qu'on doit utiliser l'un ou l'autre, on verra par la suite. D'accord? Pour les applications. Agla? Bon, ça c'est une disposition, on peut aussi le disposer de cette façon, mais vous avez toujours un système à quatre tuyaux, parce que la batterie peut-être chaude, elle est ici, la batterie froide, elle est ici, d'accord? Et vous avez disons, les lignes qui sont séparées un, 2, 3 et 4, d'accord? Donc les batteries sont totalement indépendantes avec leur alimentation propre, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? De toute façon, ce document-là, je vais vous l'envoyer, vous allez me le voir de près ce que nous avons. Donc, en fait, voilà, on vous donne un exemple d'installation des ventiloconvecteurs. Exemple d'installation des ventiloconvecteurs, surtout je parle donc des systèmes tout eau, d'accord? Et un système, donc vous voyez bien ici qu'est-ce qu'on a. Donc vous avez les ventiloconvecteurs qui se trouvent ici. Vous avez donc les ventiloconvecteurs. Bon, ça c'est base d'expansion, bien sûr, parce qu'on peut avoir de l'eau chaude, etc. Bon, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez une chaudière, certainement pour produire de l'eau chaude, d'accord? Vous avez ici certainement donc une centrale d'eau glacée, donc ce qu'on appelle un GPG, un groupe de production d'eau glacée, d'accord? Et ensuite, bien sûr, vous allez alimenter chaque batterie, soit par de l'eau chaude, soit par de l'eau froide. N'oubliez pas maintenant, donc en fait, si vous remarquez ici, si je prends par exemple ici une batterie, donc un ventilo, vous avez une batterie peut-être autour, une batterie allée, mais vous avez une autre tuyauterie. Cette tuyauterie, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit ici, s'il vous plaît? Wesh مكتوب هنا. Qu'est-ce qui est écrit ici? Condensa. Alors, pourquoi condensa? Qu'est-ce que ça veut dire condensa? Qu'est-ce que ça veut dire condensa? Alors, qu'est-ce que ça veut dire condensa? Hein? C'est parce que généralement, lorsque surtout en été, vous avez disons, vous rafraîchissez quand votre système, donc vous avez de l'eau qui va se condenser au niveau de la batterie froide. Et nous sommes obligés de récupérer cette eau qui s'est condensée au niveau de la batterie froide pour évacuer vers l'extérieur, tout simplement. Évacuer l'eau qui est condensée, ce qu'on appelle les condensats, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui, non. Oui? Ici, vous avez juste une petite des systèmes à quatre. Vous avez des ventilos ou des cassettes qui sont placés dans chaque local que vous voulez traiter. D'accord? Alors maintenant, regardez, le dernier système qui est très intéressant pour nous. Donc, on a vu tout à l'heure les systèmes tout-air, où c'était le système tout-air, donc c'était l'air qui était
traité et qui est envoyé dans les locaux. Ensuite, vous avez le système, donc vous avez des batteries chaudes en place dans les locaux qu'on veut. Système RO. C'est le système RO que vous voyez ici. Et ce qu'on appelle aussi, c'est les systèmes mixtes. D'accord? C'est les systèmes mixtes. D'accord? C'est les systèmes mixtes. Donc, en fait, pour mixte, on utilise de l'air et de l'eau, tout simplement. Alors, ces systèmes sont très intéressants et généralement, on les applique disons, souvent. Alors, le système RO, voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, système RO. Tout à l'heure, on a vu ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs parce que l'air, il est mis en mouvement par un ventilateur. Cette fois-ci, les systèmes mixtes, on peut avoir ce qu'on appelle, si vous voulez, soit un éjectoconvecteur, soit disons, un ventiloconvecteur. Regardez un petit peu le système. Tout à l'heure, il y avait un ventilateur qui donnait le mouvement à l'air. Si vous regardez ici, vous avez de l'air, nous n'avons pas de ventilateur. Vous avez des buses. Des buses, c'est quoi? C'est de l'air qui est à très haute pression, d'accord, à très haute vitesse, qui va arriver au niveau du ventiloconvecteur. Et bien sûr, par effet d'induction, lorsqu'il arrive à une grande vitesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer l'air du local, et bien sûr, cet air aspiré, il va passer à travers soit une batterie chaude, soit à travers une batterie froide. Ensuite, il est traité, et ensuite, il est soufflé. D'accord? D'accord? Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, un éjectoconvecteur. Donc, vous avez de l'air qui arrive à très haute vitesse. D'accord? Et bien sûr, il est ensuite passé à travers des bus dans le ventilo que vous avez ici, dans le convecteur que vous avez ici. L'air primaire est aspiré, ensuite, il est soufflé dans l'eau. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle une buse d'air. Donc, c'est de l'air à haute vitesse. Donc, c'est une buse d'air que vous avez ici. D'accord? C'est une buse d'air. Regarde. Donc, c'est une buse d'air. Donc, avec V, la vitesse est vraiment très élevée pour, disons, donner le mouvement à l'air qui est aspiré du local, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Alors, pourquoi on utilise maintenant la question qui se pose et qui est intéressante, c'est pourquoi on utilise donc les systèmes donc mixtes. Alors, regardez, dans les systèmes tout-air, qu'est-ce qu'on peut faire? J'écoute. Oui, les systèmes tout-air, l'air, qu'est-ce qu'il donc, si vous voulez, contrôle la température, d'accord? Il traite la température, pardon, et l'humidité. Les systèmes tout-air, ils contrôlent l'humidité et la température ensemble. Le système tout-eau, que nous venons de voir tout-eau, d'accord? Il ne contrôle que la température. D'accord? Il ne contrôle que la température. Et donc, un système tout-eau, donc il ne peut pas contrôler la température. Donc, éventuellement, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ce qu'on appelle un système mixte. Donc, les systèmes mixtes que nous avons ici. Alors, les systèmes mixtes, bien sûr, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir un système tout-eau, d'accord? C'est des batteries. Et ensuite, on va ajouter un système tout-air, d'accord, qui va, donc c'est tout-eau, pardon, tout-air, et on va essayer un système tout-eau, d'accord, tout-eau. Premier tout-air contrôle la température, système classique que nous pouvons trouver. Maintenant, si vous voulez, ce qui est intéressant, le système tout-eau a besoin d'une grande quantité d'air que vous devez souffler pour maintenir certaines conditions dans votre local. Le système tout-eau, bien sûr, on peut toujours l'utiliser, mais il ne contrôle pas l'humidité. Alors, le système mixte, on a besoin donc d'un système tout-air pour éventuellement avoir de l'air neuf, d'accord, et surtout contrôler l'humidité. Ensuite, ici, pardon, c'est l'humidité, et ici pour la température,
D'accord? Donc, on va jouer avec le système total pour contrôler l'humidité et pour le système total pour contrôler la température en utilisant les deux systèmes. D'accord? Alors, justement, le schéma de principe, comment ça va se faire? Regardez un petit peu pour le système mixte. Le système mixte supposé différentes zones que vous devez traiter. Donc, ça, c'est la zone 1 et ça, c'est la zone 2. D'accord? Bon, supposons, par exemple, que j'utilise des ventiloconvecteurs, donc ici, que je place dans chaque local pour que je puisse contrôler la température. Donc, je vais contrôler la température au niveau de ce local. Mais je n'ai pas la possibilité de contrôler l'humidité lorsque vous utilisez un système tout autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une CTA externe, d'accord, où je vais traiter l'air neuf, d'accord, uniquement, d'accord. Et c'est cet air neuf que je vais utiliser. J'ai plusieurs possibilités. Soit je le jette directement dans le local, d'accord, comme ça, soit je vais avoir éventuellement donc, disons, ce qu'on appelle des ventiloconvecteurs gainables, d'accord. Donc je vais ramener l'air que j'ai traité ici, je vais le ramener au niveau du ventiloconvecteur, je vais le gainer, d'accord, et ensuite ils vont être traités, ensuite je vais souffler dans la possibilité. Ventiler l'air en vrac, directement dans le local, il se mélange. Ensuite, le ventiloconvecteur, il va traiter l'air pour le souffler. Soit vous ramenez l'air neuf de ce côté-là, vous le mettez au niveau, donc vous allez disons, le connecter au niveau du ventiloconvecteur. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Ça, c'est l'air neuf que vous avez traité, d'accord? Et qui permet de contrôler l'humidité. Ici, vous avez donc l'air secondaire, donc en fait du local, vous en prenez une partie qui rentre dans le ventiloconvecteur et est traité ensuite et soufflé directement. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle ici l'air primaire. Donc à ce niveau-là, vous avez avec le choc de la batterie primaire. Et au niveau donc en fait de votre ventiloconvecteur, vous allez peut-être avoir une batterie froide, ce qu'on appelle la batterie secondaire. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'air secondaire, d'accord, du local que vous avez. D'accord. Là, pour les systèmes mixtes, ils sont très intéressants, ils sont utilisés couramment. D'accord. On va avoir des applications pour ça. Comment les utiliser? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. Aucune. Bon, regardez, voilà l'application un petit peu de ce que je disais juste à l'instant. Donc, voilà un petit peu maintenant le système mixte que vous avez. Les systèmes mixtes, vous avez donc le local ou la chambre que vous voulez, disons, conditionner. Vous voyez un petit peu, donc ça c'est pour les éjectoconvecteurs. Donc vous avez disons, un éjectoconvecteur qui se trouve ici, d'accord. Vous avez une machine frigorifique pour produire de l'eau froide. Vous avez une chaudière pour produire de l'eau chaude. Elle est envoyée dans la batterie, soit en hiver sur l'eau chaude, en été sur de l'eau froide. Et vous avez ici un système, d'accord, ce qu'on appelle une CTA. Vous avez de l'air neuf qui est traité, d'accord, soit par un humidificateur généralement, d'accord, une batterie de préchauffage ou réchauffage. Ensuite, vous avez un ventilateur à haute vitesse, donc il va souffler l'air ici avec grande vitesse, il va ramener l'air neuf. Et c'est cet air neuf qui va contrôler l'humidité. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons un humidificateur qui nous permet de contrôler l'humidité. Alors, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, ce qu'il faut retenir. Si par exemple, vous avez un local, lorsque vous avez fait votre bilan thermique, vous allez avoir une certaine sensibilité QS et une certaine chaleur latente QL. D'accord? Donc la supposition, lorsque vous utilisez le système mixte, ça veut dire que QS, la chaleur sensible du local, une partie elle est prise par la batterie primaire et une partie elle est prise en charge par la batterie secondaire. Mais la chaleur latente, elle est entièrement prise par la batterie au niveau, si vous voulez, de votre CTA. D'accord. Donc, le ventiloconvecteur, il ne peut absolument pas éventuellement donc, contrôler l'humidité. Donc, l'humidité est contrôlée au niveau de la CTA pour avoir, si vous voulez, un certain degré hygrométrique pour maintenir des conditions précises dans votre eau. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, ça, c'est juste
un schéma donc d'une machine frigorifique, bon, peu importe, on l'a vu donc en cours de machine thermique. Donc vous avez toujours les classiques, vous avez les compresseurs, condenseurs, évaporateurs avec avec tous les éléments qui vont avec. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Très bien. On continue. Donc maintenant, il y a une machine qui nous... Ah, بعيدة شوي بعيدة شوي وقيلا d'accord. Ok. وهكذا راكم تشوفوا. Allô? Ah oui, راكم تشوفوا هكذا, vous voyez mieux? Est-ce que vous voyez mieux? شوية هكذا, ça أحسن هكذا. Flow, monsieur. Bien. Flow, je suis, monsieur. Donc vous prenez le... Pardon? C'est bon? Bon, maintenant je vais... Donc on va continuer. Donc, parce que si je fais ça, on ne peut pas voir le cours ici. Donc regardez un petit peu. Donc regardez maintenant, c'est ce qu'on appelle les machines à absorption. Les machines à absorption. Alors d'après vous, bon, machine à absorption, c'est un peu... C'est nouveau, donc en fait, qu'est-ce que ça peut être une machine à absorption? Une machine à absorption, donc vous voyez très bien que généralement, généralement, lorsque vous voulez produire de l'eau glacée, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on utilise pour produire de l'eau glacée? Qu'est-ce qu'on utilise pour produire de l'eau glacée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on utilise pour produire de l'eau glacée? J'écoute. Qu'est-ce qu'on utilise pour produire de l'eau glacée? Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on utilise pour produire de l'eau glacée? J'écoute. Personne ne me donne une réponse. Donnez-moi une réponse, même si c'est faux, il n'y a pas de problème. Monsieur, une batterie froide ou le thermique. De production d'eau glacée, c'est la machine thermique, c'est le groupe de production d'eau glacée. Donc vous avez un GPEG, d'accord? C'est le groupe de production d'eau glacée. C'est une machine frigorifique. Machine frigorifique, il y a la machine thermique, d'accord? Vous avez un compresseur évaporateur, etc. Donc c'est une machine thermique, machine frigorifique pour l'utilisation pour produire de l'eau glacée tout simplement. D'accord? Et cette eau glacée, on l'utilise en hiver pour la cheminer vers quoi? Vers les batteries froides pour rafraîchir l'air. Alors, regardez un petit peu, donc, au moins vous allez comprendre. Allez. Vous savez très bien que lorsque vous avez une machine frigorifique, donc vous avez votre compresseur, d'accord? Vous avez votre évaporateur qui est là, et vous avez certainement votre condenseur qui est là, d'accord? Et vous avez votre détendeur qui est là, d'accord? Bien sûr, bon, si ça fait le tour comme ça, vous savez très bien maintenant que pour produire, comment dirais-je, de l'eau froide, je vais placer mon évaporateur au niveau du local que je veux rafraîchir. Donc, c'est le local que je veux rafraîchir. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir ici? D'accord? Ça, c'est mon évaporateur. Pour faire évaporer le fréon, je suis obligé de puiser de la chaleur dans le local. Si vous prenez de la chaleur du local, bien sûr, il va se rafraîchir, il va se refroidir. Donc, ici, vous allez avoir, si vous voulez, un échangeur de chaleur. Si vous soufflez, par exemple, de l'air au travers, ben, écoutez, c'est l'air du local qui va donner sa chaleur au niveau, disons, pour le fréon qui va s'évaporer. D'accord? Et ça, en fait, vous allez placer, en été, vous allez placer votre évaporateur ou dans le local, vous allez placer votre condenseur dans le local que vous allez chauffer, tout simplement. D'accord? Voilà ce qu'on appelle une machine frigorifique, tout simplement. D'accord? OK? Maintenant, il y a un autre moyen. Alors, vous voyez bien que ici, par exemple, dans cette machine frigorifique, hein, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un compresseur. J'ai besoin d'un compresseur. Et bien sûr aussi, j'ai besoin de frayons, donc le gaz
que nous connaissons. D'accord? Et les CFC ou l'HCFC, ce que vous voulez. Et donc, en fait, dans les machines, si vous voulez, que nous avons ici, donc les machines, ce qu'on appelle les machines à absorption, il n'y a pas de compresseur. Il n'y a pas de compresseur, vous avez juste des pompes. Alors, comment vous allez dire, comment produire, si vous voulez, de l'eau glacée en n'ayant pas de compresseur et en n'ayant pas aussi de réfrigérant. Le système, il n'est pas simple, il est un peu compliqué, mais en fait, généralement, ce sont des machines qui fonctionnent avec l'énergie solaire. D'accord? Ce sont des machines qui fonctionnent avec de l'énergie solaire. Et c'est très intéressant pour nous, n'est-ce pas? Donc, ces machines sont utilisées certainement dans les endroits où vous pouvez avoir du soleil, d'accord? Et on va voir comment. Alors, cette machine, regardez de quoi elle est composée. Vous avez 4 éléments. Vous avez 4 éléments. Alors, on retrouve ici un petit peu donc l'évaporateur, d'accord? Comme pour la machine frigorifique. On retrouve ici un condenseur, d'accord? On retrouve ici un condenseur, ok? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle ici un absorbeur, d'accord, un absorbeur, et vous avez ici un bouilleur. Bon, vous avez condenseur et évaporateur, on le retrouve, d'accord? Comme pour la machine frigorifique. Maintenant, on a ajouté d'autres éléments, ce qu'on appelle le bouilleur et l'absorbeur, mais bien sûr, vous voyez qu'il n'y a pas de compresseur. Alors, si vous regardez ce schéma-là, donc la production de froid, elle se fait ici. La production de froid se fait ici. D'accord? Le 2, c'est évacuation de chaleur. C'est toujours le condenseur. Là où vous avez le condenseur, vous avez certainement évacuation de chaleur, tout simplement. OK? Alors, regardez comment fonctionne cette machine. Donc, cette machine, au niveau 3, vous avez apport de chaleur, parce que c'est le bouilleur de toute façon. Vous avez apport de chaleur. D'accord? Vous avez apport de chaleur, donc vous avez le bouilleur ici, etc. D'accord? Et donc, regardez qu'est-ce que vous allez avoir. Donc ici, vous allez en 4, vous allez avoir le réfrigérant liquide. Voilà, le 4 ici, si vous regardez ici, c'est le réfrigérant liquide. Ce réfrigérant, ce n'est pas le réfrigérant donc, que vous avez classiquement. On va le voir, quel type de réfrigérant on peut utiliser. D'accord? Donc vous avez un réfrigérant liquide que vous avez ici. D'accord? Et bien sûr, ce réfrigérant liquide, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien l'utiliser. Il faut bien l'utiliser. Donc ici, vous avez des pompes. Vous avez des pompes ici. D'accord? Vous avez des pompes qui sont là. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez cet évaporateur, bien sûr, il va le faire évaporer. Donc, il va passer de l'évaporateur vers l'absorbeur que vous avez ici. D'accord? Parce qu'il s'évapore, donc il va passer vers l'absorbeur. Ensuite, il va passer dans l'absorbeur. Mais au niveau 2, qu'est-ce que nous avons? C'est production de chaleur, tout simplement. Donc, s'il y a production d'eau, il va y avoir, si vous voulez, un échange de chaleur à ce niveau-là. D'accord? Donc, ça veut comme O2, le condenseur, comme au niveau de l'absorbeur. Ensuite, il devient liquide parce qu'il s'évapore. Ensuite, ici, il devient liquide parce qu'il cède de la chaleur. S'il devient liquide, vous avez une pompe qui va le pomper et qui va le ramener vers le bouilleur ici. D'accord? Elle va le ramener vers le bouilleur. Et ensuite, au niveau 3, qu'est-ce que vous avez? Apport de chaleur. D'accord? Vous avez apport de chaleur, donc en fait, il va passer aussi de ce côté-là, d'accord, vers le condenseur. Vous avez production de chaud, bien sûr, hein, et vous avez le cycle qui recommence. Alors, vous regardez donc cette machine, c'est pratiquement, si vous voulez, une solution absorbante qu'on appelle diluée. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, d'accord? Vous avez un échangeur, donc ici, c'est un échangeur de préchauffage que nous avons ici, etc. Et donc, regardez, c'est simple, en fait. C'est simple, en fait. Regardez. Là où nous avons un apport de chaleur, c'est au niveau 3. L'apport de chaleur, il se trouve ici. L'apport de chaleur, c'est au niveau 3 que nous avons ici. Cet apport de chaleur, il est donné par un capteur solaire. Donc, vous avez un capteur solaire, d'accord? Vous avez un capteur solaire qui se trouve ici, d'accord? Bien sûr, qui se lie au soleil. Vous avez, par exemple, si vous voulez, de l'eau qui va circuler ici. Donc, vous avez la tuyauterie 1 et 2, et elle va chauffer au niveau du bouilleur. D'accord? Donc, vous avez de cette approche qui est donnée par le soleil, tout simplement. C'est disons, des capteurs solaires qui vont ramener cette chaleur au niveau du bouilleur.
D'accord? On se souvient que le cycle il recommence, donc vous allez produire le froid, et le froid il est produit au niveau où? Donc au niveau 1 ici. D'accord? Parce que vous avez l'évaporateur qui va céder de la chaleur. Donc en fait, cette eau qui va céder donc la chaleur, eh ben, vous allez la rafraîchir, tout simplement. Mais ce qu'il faut retenir, donc au niveau 4, vous avez ce qu'on appelle disons, le réfrigérant, les vapeurs de. Donc en fait, le réfrigérant, c'est un type de réfrigérant bien précis, d'accord? Ok? Et le réfrigérant, ce qu'on appelle du bromure de lithium. Le bromure de lithium, d'accord? C'est un fluide, d'accord? Ce n'est plus le réfrigérant classique que nous avons, donc c'est le bromure de lithium qui circule ici et il va changer de phase. Il va changer de phase, tout simplement. Donc ici, à l'évaporateur, donc il est évaporé, parce que vous avez donc en fait, il cède sa chaleur pour avoir du froid. Ensuite, il est sous forme de vapeur, il va passer ici au niveau de l'absorbeur, d'accord? Donc vous avez production donc, de chaleur, donc qu'est-ce que vous avez? Il va s'évaporer, d'accord? Il va repartir dans le bouilleur, d'accord? La même chose, donc nous avons production de chaleur, il va s'évaporer, donc les gaz ils vont repartir vers le condenseur, elle se condense, elle devient liquide, et elle revient ici, et elle s'évapore encore. C'est ce qu'on appelle une machine à absorption. C'est intéressant parce que vous avez ici tout le mouvement est donné pratiquement soulé par quoi? Par des petites pompes qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, d'accord? Mais nous n'avons pas besoin de compresseur, tout simplement. Parce que le compresseur, c'est cher. Et lorsque vous avez des puissances assez importantes, si vous voulez, à considérer, et il se peut, par exemple, que ça coûte cher, et la maintenance, l'installation, etc., etc. Donc ici, vous voyez bien que ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut ajouter ces panneaux solaires, d'accord? Et nous n'avons même pas pratiquement besoin de beaucoup d'électricité, d'énergie électrique. Nous avons juste des petites pompes là qui peuvent fonctionner. Nous n'avons pas. Alors, vous voyez très bien, regardez s'il vous plaît. Je vous prends un exemple très simple. Je vous prends un exemple très simple. Supposez par exemple que je prends un GPEG classique. Je prends un GPEG classique, d'accord? Si je prends un GPEG, donc le GPEG c'est un compresseur, tout ce que vous voulez, d'accord? Etc. Alors, ce GPEG, supposez que vous ayez besoin peut-être de 1000 kilowatts, d'accord, en mode froid. 1000 kilowatts, par exemple, en froid, à rafraîchir. Donc, ok. Alors, si vous avez besoin de 1000 kilowatts, on peut éventuellement connaître la quantité de puissance électrique qui va être consommée par votre groupe de GPEG. Et donc, en fait, supposons qu'on ait pratiquement, si vous voulez, un COP en mode froid qui est de 4, par exemple. D'accord? Et on sait très bien qu'en principe, le COP de 4, ça veut dire que la quantité d'énergie que je vais fournir, elle est divisée par 4. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? La quantité d'énergie électrique que je vais fournir, c'est 1000 kilowatts que bien sûr que je dois récupérer, à quelque chose près, théoriquement, bien sûr, divisé par 4. Alors 1000 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 250 kilowatts. Donc pratiquement, si vous voulez, j'ai besoin de 200, bien sûr, si mon GPEG a un COP de 4. Donc je vais avoir besoin de 250 kilowatts d'énergie électrique que je vais fournir, si vous voulez, à mon groupe de production de glace éventuel. D'accord? OK? Donc, vous voyez bien que cette fois-ci, lorsque vous avez disons, un système à absorption, ben écoutez, il n'y a pas de compression. Cette énergie électrique, vous n'allez pas l'utiliser. Il y a juste des petites pompes qui se trouvent ici, tout simple. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute, j'écoute, j'écoute. Vous n'avez pas de questions à poser? Vous n'avez pas de questions à poser? J'écoute. Ok, on continue. On continue, d'accord? Bon, en fait, maintenant, on va parler des pompes à chaleur RO et des pompes à chaleur RR. D'accord? Alors, quelle est la différence entre une pompe à chaleur RO et une pompe à chaleur RR, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. Bon, une pompe à chaleur, c'est une PAC, donc en fait réversible, qui peut être utilisée en été comme en hiver, tout simplement. D'accord? Alors, j'écoute. J'écoute. Alors,
On voit ici, donc, en fait, une pompe à chaleur qui peut être utilisée soit en été, soit en hiver. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez certainement, c'est donc c'est ces vannes que vous allez utiliser ici, donc qui vous permettent de changer la direction du fluide, d'accord, d'accord, et bien sûr pour éventuellement donc avoir de l'eau glacée ou donc ici pour avoir donc soit l'été, soit l'hiver pour alimenter soit en chaud, soit en froid, tout simplement, d'accord. Donc vous avez certainement des vannes de commutation qui vous permettent un petit peu de commuter entre la direction du fluide qui va être passé peut-être soit au niveau de l'évaporateur, soit au niveau du condenseur, tout simplement. D'accord? Bon, les pompes, je pense qu'on les a vus en machine thermique, c'est juste pour un petit rappel, donc on ne va pas les voir. D'accord? Alors maintenant, regardez ce qu'on appelle une pompe à chaleur OO, une pompe à chaleur RO, peu importe. D'accord? En fait, une pompe à chaleur RO, c'est généralement ce qu'on appelle, si vous voulez, euh, qui utilise par exemple au niveau du condenseur ou de l'évaporateur une quantité, donc en fait de l'eau pour soit faire évaporer, soit pour, si vous voulez, condenser disons le fluide frigogène que vous avez. D'accord? Eau. Donc vous avez de l'eau qui est utilisée tout simplement. Et vous avez de l'eau glacée qui est produite aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin? J'écoute. J'écoute. Alors, Oui, monsieur. pas de questions? Oui? Des questions? Pas de questions? Oui, monsieur, pas de Non? question. Pas de questions. Très bien. Très, très bien. Ben, on va aller vers autre chose. Est-ce que vous avez tous reçu ce que j'ai envoyé hier? J'écoute. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Les documents اللي بعثوا لنا البارح. Exact. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va voir maintenant un petit peu le document que je vous ai envoyé hier concernant, disons, la psychrométrie appliquée. Donc, les différents types, si vous voulez, disons, le schéma de principe des différents systèmes qui existent. OK. Donc, ce document, je vous les ai envoyés hier, d'accord? Vous l'avez reçu hier, normalement, d'accord? Bon, donc ça, c'est le diagramme psychrométrique classique qu'on a vu, sur lequel on a travaillé aussi, d'accord? Vous connaissez un petit peu ce diagramme psychrométrique, pas de problème. Donc maintenant, on va voir, disons, les processus de conditionnement d'air, d'accord? Les processus de conditionnement d'air. Bon, on a défini tout ça, donc ça, c'est la température sèche, température humide, l'ADP, donc c'est la température du point de rosée, l'humidité relative. Donc, vous avez donc l'unité spécifique donc, que nous avons ici, donc voltage, etc., etc. Donc, toutes ces définitions, vous les avez, pas de problème. Et donc, maintenant, nous avons ici, en fait, défini donc, en fait, ce qu'on appelle le Sensible Heat Factor. Donc, voilà, donc c'est le RHF, d'accord? Donc, voilà, donc vous avez le sensible, donc c'est le SHF ou le RSHF, peu importe. Et on l'a défini chez nous, c'est quoi? Bon, il l'appelle ici le SH, donc c'est Sensible Heat. Donc ça, c'est sensibilité, donc c'est la chaleur sensible, et ça, c'est la chaleur latente. Donc ce que nous avons vu, disons avant, donc en fait, c'est ce qu'on appelle le petit p, d'accord? C'est ce que nous avons, donc nous l'avons appelé, donc en fait, il appelle le RSHF. Ça, c'est en anglais, Room Sensible Heat Factor. Nous, on l'avait appelé tout simplement petit p, on l'avait défini comme quoi? C'est le QS sur le QS plus QL, d'accord? Et ce qu'ils appellent, donc en fait, c'est la chaleur sensible sur la chaleur totale. هكذا؟ OK? Donc on l'a défini. Donc en fait, ça c'est d'une manière générale, d'une manière donc nous avons, si vous voulez, ce qu'on appelle sensible heat factor. OK? Maintenant on l'appelle donc le room sensible heat factor, ce qu'on appelle le RSH. Et donc cette fois-ci, donc en fait, on revient directement vers, disons, la quantité
donc du local que nous devons conditionner. Ça, c'est une définition générale. Ça, c'est la définition, disons, spécifique pour un local. Donc, on parle d'un local, ce qu'on appelle le RSHF, c'est Room Sensible Heat Factor. Donc, vous avez Room Sensible Heat et donc la chaleur latente du local que vous avez. C'est la même définition, sauf ici, c'est général au début, et ça, c'est spécifique pour un local bien précis. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors maintenant, regardez les différentes, si vous voulez, possibilités qui s'offrent à nous. Donc, en fait, pour avoir, comment dirais-je, comment tracer donc, cette droite, d'accord? Vous avez vu comment tracer cette droite. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les valeurs disons, des RSHF, donc les pentes que vous avez de ce côté, les valeurs qui vont pratiquement, si vous voulez, d'une certaine quantité jusqu'à 1 ici, d'accord? Jusqu'à 1 ici, d'accord? Et ensuite, on peut le tracer, bien sûr, en fonction du point de référence que nous avons ici. Donc, on peut tracer cette droite de soufflage et connaissant sa pente, connaissant son signe, on peut la placer. OK? Donc, voilà. Alors, vous regardez un petit peu donc, la différence. La différence, donc, vous voyez un petit peu le cercle là, dont on a parlé. Donc, c'est le cercle disons, de référence. Vous avez les valeurs ici. Vous voyez bien comment on les trace. OK? Alors, s'il vous plaît, maintenant, regardez la différence que j'ai ici. Vous avez ici ce qu'on appelle le RSHF. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le GSHF. Quelle est la différence entre le RSHF et le GSHF? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre le RSHF et le GSHF? J'écoute. 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 Quelle est la différence? Quelle est la différence entre le RSHF et le GSHF? Regardez le schéma. Regardez le schéma, s'il vous plaît. Pour le RSHF que vous avez ici, la droite de soufflage, la droite ici, elle passe par où? Elle passe par le local, elle passe par les conditions du local, n'est-ce pas? Oui ou non? Elle passe par les conditions du local. Maintenant, lorsque vous prenez le GSHF, elle passe par où? Elle passe par les conditions du mélange. Donc, vous avez de l'air extérieur qui est ici. Vous avez de l'air intérieur qui est ici, d'accord? Ensuite, vous tracez le GSHF de la même manière que vous tracez le RSHF. Alors, quelle est la différence entre celui-ci et celui-ci? Pour le RSHF, normalement, on ne tient pas compte du renouvellement d'air. C'est-à-dire que l'air extérieur, ici, on ne tient pas compte, tout simplement, parce que la droite passe directement par le local. Maintenant, si vous avez de l'air neuf que vous mélangez, vous avez un recyclage qui vient de l'extérieur, d'accord? Vous avez maintenant le GSHF, c'est que vous avez tenu compte de quoi? De l'air neuf qui vient de l'extérieur. Donc, le RSHF, généralement, ne tient pas compte du renouvellement d'air. Le GSHF, on est obligé de tenir compte du renouvellement d'air dans les calculs de GS, de QS et de QL. D'accord? Voilà la différence entre le RSHF et le GSHF. OK? Et vous remarquez ici, bien sûr, que quand vous avez donc le point 2 ici, c'est ce qu'on appelle le point de soufflage directement. Donc, en fait, air supply, from sortie de la batterie froide. D'accord? Et bien sûr, maintenant, on va voir est-ce qu'on doit réchauffer, on ne doit pas réchauffer, comme on l'a vu donc, dans les exercices que nous avons traités. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, le GSHF, c'est ce qu'on appelle le grand sensible heat factor, parce qu'il tient compte, si vous voulez, disons, de l'air neuf que vous avez. Est-ce que c'est clair?
Alors, on revient un petit peu, donc, pour que vous ayez un petit peu la notion du RSHF, d'accord? Ça, c'est le RSHF, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. Ah, maintenant, regardez, donc, vous savez très bien que généralement, on a besoin donc, de calculer donc, la quantité d'air que nous devons souffler dans un local, d'accord? Et cette quantité d'air, en général, le débit d'air, si vous voulez, d'accord? En fait, vous avez cette quantité d'air, donc ce qu'on appelle effective room sensible heat factor, sensible heat. Vous avez ça, c'est 1,2, donc en fait, c'est ajouter 20%, disons, donc on a un quotient de sécurité de 20%. Vous multipliez aussi par ce coefficient qui est égal à moins 1 moins le bypass factor. Donc vous avez en plus, si vous voulez, une certaine marge de sécurité. Et bien sûr, vous avez ici la température de local et si vous avez ce qu'on appelle la température du point. OK? C'est la dépit. Ça, c'est une façon, donc, en fait, pour être en sécurité vis-à-vis du débit total qui va être traité. D'accord? Ça, c'est en fait ce que nous devons, si vous voulez, avoir pour pouvoir, disons, avoir une certaine température de local, une certaine humidité. D'accord? Généralement, voilà ce qui est calculé. Et en fait, ces équations, vous allez les trouver dans le manuel Carrier, où il y a tout un détail pour comment faire pour calculer la quantité d'air qui doit être soufflée dans le local que vous avez. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, j'écoute. Oui? Bien, on continue. Mais ce qui m'intéresse surtout, donc ça c'est juste des équations, d'accord? Maintenant, regardez, donc en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est la quantité d'air nécessaire. La quantité d'air nécessaire, donc qu'on doit avoir donc, pour, disons, satisfaire les QS et les QL, d'accord? Alors regardez, c'est ce qu'on avait dit, d'accord? C'est ce qu'on avait dit. Donc regardez ce que vous voyez sur ce schéma-là. Sur ce schéma-là, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez le RSHF. Vous tracez le GSHF. D'accord? Une fois que vous tracez le GSHF et le RSHF, d'accord? Vous avez le point d'intersection. Alors, si les deux droites se coupent, qu'est-ce que ça veut dire? Si les deux droites se coupent, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire si les deux droites se coupent? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire si les deux droites se coupent? Ça veut dire que le point 1 est tout simplement le point de soufflage. D'accord? Ça veut dire que tout simplement que le point 1 est le point de soufflage et je peux souffler l'air. Donc en fait, regardez l'évolution, comment elle se fait. Regardez qu'est-ce que je fais. D'accord? Donc en fait, je pars de l'intérieur. Ici, j'ai le point extérieur. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mélange. Comme ça. Donc je vais faire un mélange pour avoir un point de mélange qui est ici. Donc je vais avoir un point de mélange. Qu'est-ce que je fais? Je trace cette droite de refroidissement, ce qu'on appelle le GSHF. Je trace cette droite qui est le RSHF. Elles vont se couper ici, et ça, c'est le point de soufflage directement du local. Est-ce que c'est clair? OK? Oui? Et bien sûr, cette fois-ci, c'est très simple. Donc, en fait, la quantité que je vais avoir, donc, en fait, c'est le RSHF, c'est le RSH, donc, en fait, c'est sensibilité, donc, c'est le QS par 1,2, la température du local, et bien sûr, la température du point TSA que j'ai ici, donc, à la sortie de ma batterie froide, tout simplement. D'accord? Très bien. Bon, donc en fait aussi, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, une certaine. On a vu, donc en fait,
possibilités. On a vu d'autres possibilités, d'accord? Regardez, s'il vous plaît, ici. Nous avons, par exemple, de l'air de l'extérieur. D'accord? Nous avons de l'air de l'extérieur, bien sûr, que j'ai ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intérieur qui se trouve ici. D'accord? Bien sûr que j'ai. Maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai. Il y a deux choses que nous avons ici, d'accord? Entre le point 3 et le point 4. Et ensuite, vous avez aussi entre le point 1 et le point 2. Le point 1 et le point 2. Ici, entre le point 1, entre le point 3 et le point 4, ça, certainement, c'est dû à l'influence du ventilateur. Comme on a déjà parlé. Donc, c'est dû généralement à l'influence du ventilateur. Donc, vous avez quelques degrés supplémentaires, d'accord, qui est dû à l'extraction. Vous avez pratiquement, si vous voulez, 1 degré supplémentaire ou bien 1,5 degré. Donc, vous voyez bien que avant de faire le mélange, d'accord, vous ajoutez 1 degré qui est l'effet du ventilateur pour avoir le point 4, et ensuite vous allez mélanger. Ensuite, vous allez tracer votre GSHF, vous tracez votre RSHF, et vous voyez bien que dans ce cas, le GSHF, la droite GSHF, la droite RSHF ne se coupent pas, il n'y a pas d'intersection. Donc en fait, ce point-là, que j'ai ici, le point 1, c'est la sortie de la batterie froide. D'accord? Et si c'est la sortie de la batterie froide, donc elle ne coupe pas le SHF. Et le point 2, c'est le point de soufflage, donc pour de l'air local. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener la sortie de la batterie froide sur la droite de soufflage et je suis obligé d'utiliser quoi? Je suis obligé d'utiliser un réchauffeur. Donc ça, c'est le cas classique peut-être que nous allons trouver. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? D'accord? Dans ce cas-là, je vais utiliser un réchauffeur à la sortie de la batterie froide, tout simplement. OK? Et ici, nous avons l'influence du ventilateur, donc d'extraction, qui nous donne peut-être quelques degrés supplémentaires pour, disons, aller un petit peu vers la droite. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bon, disons, le facteur de bypass, on l'a défini, donc en fait, c'est la quantité d'air pratiquement qui n'est pas traitée, d'accord? Etc. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions. On continue. Bon, ça c'est juste une feuille de calcul, donc de carré, qui vous permet un petit peu de faire disons, les calculs, etc. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, là, on est arrivé, donc ça c'est le plus important pour nous, d'accord? Alors, ce schéma-là, ça c'est un schéma, si vous voulez, de conditionnement d'air, c'est un schéma de principe, d'accord? Et bien sûr, vous avez un local, ici, vous avez un local que vous devez conditionner. Ah, bien sûr, ce local, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'air qui est extrait, donc vous avez la reprise. Vous avez de l'air neuf qui vient de ce côté. Ensuite, vous allez avoir le mélange qui est là. Donc, mixture of outdoor and air return. Donc, vous avez le mélange. Alors, regardez lorsque vous arrivez ici. Vous pouvez partir directement dans la CTA pour, disons, pour traiter votre air et le souffler dans le local. D'accord? Ça va dans ce sens. Vous remarquez ici, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons fait un bypass. Donc, il y a une quantité d'air, qui est bypassée, qui n'est pas traitée par la CTA. Donc, ça, c'est la CTA que vous avez ici, d'accord? Il y a une CTA qui est ici. Alors, s'il vous plaît, pourquoi il y a des moments où nous avons besoin d'avoir un bypass? Donc, c'est ce qu'on a un bypass disons, de la quantité que nous devons traiter. Pourquoi on la bypass? C'est pour éventuellement, parce que normalement ici, vous avez des batteries chaudes. Donc, éventuellement, pour réchauffer l'air.
Donc en fait, pour diminuer la taille, disons la puissance de ces batteries chaudes, on va faire bypasser l'air, d'accord ici, et vous avez un autre point de mélange juste ici avant le ventilateur pour le soufflage. Donc disons la nécessité éventuellement de faire bypasser une certaine quantité d'air, c'est au niveau d'une installation de conditionnement d'air, c'est surtout pour diminuer la taille de la batterie chaude ici au niveau de votre CT. Donc, il y a une possibilité donc, de bypasser l'air directement, d'accord? Et vous allez avoir un deuxième point de mélange, d'accord? Maintenant, voilà donc le système que nous avons vu, c'est le même que nous avons tout à l'heure. Voilà comment on trace l'évolution de l'air sur le diagramme psychrométrique, d'accord? Comment tracer donc en fait l'air donc sur le diagramme psychrométrique que nous devons. Donc ça, c'est peut-être le premier pas, d'accord? On vous dit comment il faut faire, donc vous avez toutes les conditions, comment il faut faire, etc. D'accord? Donc bien sûr, ça c'est clair. Donc vous avez le local que vous devez maintenir, donc vous avez l'extérieur que vous avez ici, d'accord? Vous faites votre mélange. Ensuite, vous avez bien sûr les conditions, le facteur de bypass, vous avez l'ADP ici, et vous allez avoir, donc en fait, vous allez à un certain point que vous avez ici. Donc vous allez connaître exactement la sortie de votre batterie froide. Est-ce que c'est clair? Et à partir de là, donc en fait, vous pouvez compléter votre diagramme psychrométrique. Bien sûr, ici, on vous donne donc en fait toutes les informations donc, concernant, si vous voulez, les facteurs de bypass que vous devez utiliser, d'accord? Bien sûr, ici, donc en fait, vous voyez ici donc les facteurs de bypass, c'est fonction de quoi? C'est fonction de certains paramètres. Donc, vous avez donc en fait l'épaisseur de votre batterie froide éventuellement, d'accord? Et vous avez donc en certaines séries aussi surtout en fonction de la vitesse. En fonction de la vitesse. Ici, par exemple, vous avez plusieurs rangées. Donc, deux rangées, 3 rangées, 4, 5, etc. Donc, ça, c'est des détails techniques. C'est des détails techniques. Et donc, en fonction du type de batterie que vous avez donc les facteurs de bypass, ici, en fonction aussi de la vitesse. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque vous utilisez, par exemple, alors, les rangées, c'est quoi, s'il vous plaît? Regardez, les rangées, c'est quoi dans votre batterie froide? Regardez. Si je prends, par exemple, ça, c'est une batterie froide. La batterie froide, ce sont des échangeurs. Donc, je peux utiliser, par exemple, 2 rangées. Donc, en fait, la tuyauterie, elle est faite comme ça. Et ça, c'est une rangée j'ai la deuxième rangée. Donc, ils vont être, si vous voulez, connectés entre eux comme ça, etc. D'accord? Voilà ce qu'on appelle 2 rangées. Et bien sûr, vous avez l'entrée de ce côté, et la sortie, et vous avez l'entrée de ce côté. Donc, vous avez 2 rangées. La première rangée, deuxième rangée. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on avait défini que le facteur de bypass, c'est la quantité d'air qui n'est pas traité. Donc, vous voyez bien ici un petit peu, donc, le facteur de bypass, plus le nombre de rangées est faible, plus la quantité d'air qui n'est pas traité est importante. D'accord? Ici, par exemple, si je prends la série 8, peu importe, donc je prends 2 rangées, vous avez pratiquement ici entre 42% et 55% de l'air qui n'est pas traité. C'est important, n'est-ce pas? Vous remarquez ici, lorsque vous augmentez le nombre de rangées, donc vous augmentez le nombre de rangées ici, et bien sûr, l'air, il va passer dans ce sens. Donc, vous avez l'air qui va passer au travers de cette batterie, comme ça, d'accord? Et donc, en fait, plus le nombre de rangées augmente, plus le facteur de bypass augmente, donc vous avez la quantité d'air qui n'est pas traitée, elle devient faible. Alors maintenant, regardez, si vous partez par exemple jusqu'à 6 rangées, donc le nombre de tuyaux l'un derrière l'autre, donc vous avez le facteur de bypass qui va aller de 0,10 jusqu'à 0,20. En plus, mieux, donc le 6, vous avez 6% jusqu'à 2%, etc. Donc en fait, le type de batterie froide que vous devez choisir est très important en relation avec la quantité d'air qui n'est pas traitée. Et ces facteurs de bypass, ils sont généralement en fonction, donc en fait, de ce que vous devez avoir. Alors bien sûr, maintenant, on vous donne en fait les valeurs des facteurs de bypass selon l'application que nous devons avoir. D'accord? On peut tolérer par exemple des facteurs de bypass de 0,3 à 0,50 lorsque vous avez par exemple des puissances, disons
que vous devez assurer, bien sûr, des puissances de chauffage ou de rafraîchissement qui ne sont pas importantes. Vous avez par exemple les résidences, donc c'est les applications comme chez nous dans les maisons. D'accord? Ici, par exemple, vous avez des facteurs de bypass de 0,20 à 0,30 lorsque vous avez des résidences. C'est par exemple des usines, des épiceries, ce que vous voulez, etc. D'accord? Maintenant, on peut aller par exemple jusqu'à de 0 jusqu'à 0,10. D'accord? C'est pour les hôpitaux, d'accord? Et aussi pour disons, comment dirais-je, les blocs opératoires. À ce moment-là, vous êtes obligé de traiter la totalité de l'air. On ne peut pas se permettre de ne pas traiter la totalité dans les endroits sensibles, tels que les blocs opératoires, etc., ou les chambres malades dans le sanitaire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec Oui, moi, s'il monsieur. vous plaît? Oui, monsieur, أنا Très. معك. Et ça m'a سمعت comme il faut avoir une réaction, d'accord? مانيش نشوف فيكم. Ok? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? J'écoute. Je pense que je vous ai envoyé des séries d'exercices, n'est-ce pas? J'écoute. Vous avez reçu les séries d'exercices aussi? Pardon? Oui? je- Uh-huh. D'accord. هذوك اللي كنا نخدموا عليهم la dernière fois. Je vais Samah, vous les avez, s'il vous plaît? Samah. Les exos 4 et 5, parce que les collègues ils le demandent. D'accord, هم نبعثهم لك العشية فكرني برك من بعد. OK? OK? Alors vous avez des exemples que vous pouvez traiter, donc en fait ils sont là, etc. Alors si vous n'avez pas de questions, là je vous libère. OK? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? OK. Donc, bon voilà, donc vous êtes libre. Alors j'en profite, Nassim. Samah, 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 le cours de ventilation. Donc je pense qu'on va le rattraper soit samedi, soit dimanche. Soit samedi, soit dimanche pour rattraper là. Préféré. Samedi ou dimanche? Pardon? Workstation 2. Pardon? Samedi. OK. On va le faire samedi matin à 9h30, Inch'Allah. D'accord? Tout le monde est averti.